Salut les psychonautes, bienvenue dans Univers Psycho Channel, notre nouvelle chaîne dédiée à la psychologie où nous allons décortiquer tous les mystères de l'esprit humain avec un soupçon d'humour et beaucoup de motivation. Plongez avec nous dans les conseils pour survivre à la folie quotidienne et rejoignez-nous dans cette aventure cérébrale. Sur cette chaîne, nous avons pour mission de rendre la psychologie accessible à tous. Que vous soyez un passionné de psychologie, un nouvel étudiant cherchant à en apprendre un peu plus, ou simplement quelqu'un de curieux d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'esprit humain. Alors juste avant de commencer cette première vidéo, je tiens à signaler quand même que je vais adopter un style plutôt décontracté, non pas un style soutenu, avec des mots simples ou simplifiés dans la mesure du possible, afin que l'assimilation et la compréhension soient accessibles à tous. Cela étant dit, sans plus tarder, nous allons commencer aujourd'hui donc par un sujet qui, à mon avis, est un sujet d'extrême importance dans la mesure où une grande partie de notre société est concernée. Eh bien, de quoi est composée cette grande partie de la société? Des adultes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder en fait un sujet qui concerne la psychologie du couple. Nous allons donc plonger dans le monde passionnant des relations de couple. Que vous soyez célibataire, en couple depuis un moment, ou à la recherche simplement d'une meilleure compréhension de ce qui se passe dans la vie amoureuse, si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Alors nous allons commencer par expliquer brièvement ce qu'est la psychologie de couple. La psychologie du couple en fait c'est des études, comme tant d'autres. C'est une spécialisation, une branche de la psychologie, comme tant d'autres. La psychologie clinique, neuropsychologie, psychologie cognitive, sociale, expérimentale, il y en a une tonne. Je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais c'est en réalité en fait un master en thérapie familiale et de couple. C'est un diplôme qui permet à son détenteur d'exercer et de pratiquer cette branche de la psychologie en toute légalité. En toute légalité selon les pays, parce que dans certains pays, en fait, cette branche, elle est réglementée, connue et reconnue. Dans d'autres pays, ça n'existe même pas. Une relation amoureuse, c'est pas juste quelque chose qui se passe du jour au lendemain. Non, ça passe par différentes étapes. La lune de miel, où tout est rose, puis les conflits qui surgissent, et enfin la phase de résolution, où on apprend à vivre ensemble de manière harmonieuse. Ou pas. Parce que si cette dernière était possible pour tous, cette branche de la psychologie n'aurait même pas existé. Pour qu'une bonne relation marche, il y a quelques ingrédients essentiels. Une très bonne communication. Une confiance solide. Ça, c'est la base. La capacité à faire des compromis et à résoudre les conflits de manière constructive. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est quoi exactement? Comment on fait? Alors, nous allons commencer par la communication. Tout le monde sait qu'il y a différentes formes ou types de communication. La communication verbale, non verbale, etc. Je ne vais pas vous faire un chapitre là-dessus, c'est pas le sujet. Mais au sein d'un couple, je suis navré de dire à certains que la communication, c'est 24 heures sur 24. La communication n'est pas occasionnelle, elle est omniprésente au sein d'un couple. Mais qu'est-ce qui différencie une bonne d'une mauvaise communication? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je vais commencer par la mauvaise communication. La mauvaise communication, c'est tout ce qui n'est pas ce que je vais développer dans quelques instants. Comme ça, c'est fait. Et maintenant, je vais passer à la bonne communication et je vais commencer par l'écoute active. Vous allez me dire, oui, on en entend souvent parler, on nous a gavés avec ça pendant nos études, les formations initiales au travail. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans les relations de couple, l'écoute active? Est-ce que ça a tant d'importance que ça? Oui, effectivement, ça a beaucoup d'importance. Mais c'est quoi exactement? Et comment ça se manifeste? Eh bien, ça veut dire vraiment prêter attention à ce que dit le partenaire, pas juste attendre son tour pour parler. Et là, je tiens quand même à préciser que l'écoute active, elle est applicable surtout quand il s'agit de sujets sérieux. Nous, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas en mesure d'avoir une écoute active continue. Nous sommes en quelque sorte limités dans cette compétence, à moins qu'on soit un surdoué dans ce domaine, mais pour la plupart de tout le monde, ce n'est pas acquis. Certes, ce n'est pas quelque chose d'inné chez tout le monde, mais c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est en fait une qualité. Alors, un exemple concret de l'écoute active. Lorsque ton partenaire te parle de sa journée au travail, par exemple, éteins la télévision, pose ton téléphone et fais en sorte de te concentrer uniquement sur ce qu'il dit. Regarde ton partenaire dans les yeux et montre-lui que tu es vraiment présent pour l'écouter. Évite les interruptions, sauf quand c'est vraiment nécessaire, quand tu n'as aucune idée de quoi il parle. À ce moment-là, oui, effectivement, mais délicatement, bien entendu. Essaye de reformuler brièvement ce qu'a dit ton partenaire. C'est la meilleure façon de lui prouver ta présence et ton attention pendant qu'il racontait son histoire.
Bien sûr, si tu n'étais pas attentionné à ce moment-là, tu vas reformuler en lui parlant du chat du voisin. Et il y a de grandes chances que ce ne soit pas le même sujet. Passons maintenant à la communication ouverte. C'est important de pouvoir parler librement, sans se retenir. Pas de secret, pas de tabou. Si tu as quelque chose à dire, dis-le et encourage ton partenaire à faire de même. Et ne tourne pas autour du pot. Sois clair dans ce que tu veux dire. Évite les phrases vagues qui peuvent prêter à confusion. Plus tu es précis, moins il y a de risques de malentendus. Et de l'empathie envers ton partenaire. Essaie de comprendre ce qu'il ressent, même si tu ne le ressens pas toi-même. Ça montre que tu te soucies vraiment de ton partenaire. Allez, une bien bonne autour de l'empathie. Savez-vous pourquoi l'empathie est assimilée à une bonne blague? Parce qu'elle nécessite une bonne compréhension de la situation et un timing parfait pour vraiment toucher les gens. C'est beau, il y en aura d'autres. Continuons. Là, c'est le must, la totale, l'un des piliers d'une très bonne relation. Vous l'avez peut-être deviné? Non, c'est le respect. Écoutez la définition du respect. Sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération, en raison de la valeur qu'on lui reconnaît. Une autre. Sentiment de considération envers quelqu'un, et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Sauf si l'on a affaire à un partenaire de mauvaise foi, ou dont le cerveau est un légume. Il m'est quasiment impossible de penser que les efforts qu'on aura mis en place pour fournir du respect à notre partenaire seront vains. Alors vous l'avez compris, si l'on considère réellement que notre partenaire a toujours de la valeur à nos yeux, traitons-le avec respect. Et comment faisons-nous pour le savoir? Eh bien, justement par la prise de recul. Se donner le temps de la réflexion. Et ça rentre dans ce qu'on appelle la gestion des conflits. Les disputes, ça arrive dans tous les couples. L'important, c'est de les régler de manière constructive. Pas de crier, pas de jeter des choses, mais plutôt de trouver des solutions ensemble, sans se blâmer mutuellement. À ce stade de la vidéo, vous allez peut-être vous dire, tout cela est carrément de la théorie. Je n'ai jamais dit ou insinué le contraire. La théorie, c'est comme lire un livre de recettes, sans jamais mettre les pieds dans la cuisine. Tu peux apprendre toutes les recettes par cœur, mais tant que tu n'as pas fait cramer une ou deux casseroles, tu n'apprends pas vraiment à cuisiner. La théorie seule, c'est comme ça. Ça donne une idée, mais c'est dans la pratique qu'on devient un vrai chef. Alors chacun de nous doit y mettre du sien. Ne dit-on pas qu'il faut partager pour un bénéfice commun? Non, en fait, ça c'est moi qui le dis. Mais bon, je pense que vous avez compris le sens de la réflexion. Il faut partager le bonheur et le malheur. C'est comme ça. Quand on est à deux, c'est pas pour rien qu'on s'appelle l'autre moitié. Chercher l'autre moitié en amour, c'est comme chercher un trésor caché. Parfois, tu creuses, et juste au moment où tu abandonnes, tu te rends compte que le trésor était juste à côté de toi, en train de ronfler dans ton lit. Pour assurer une meilleure conservation de ce trésor, un élément crucial rentre en jeu, c'est la concession. La concession joue un rôle très important dans la solidité et l'harmonie d'une relation amoureuse. Dans toute relation, il est bien sûr inévitable que des désaccords surviennent, que les partenaires aient des opinions ou des besoins différents. C'est normal, c'est humain. C'est là, exactement où la concession entre réellement en jeu. La concession, c'est quand on est prêt à faire des compromis pour le bien de la relation. Ça montre qu'on est de bonne foi et qu'on est prêt à trouver un terrain d'entente. Le compromis en amour doit être logique et réaliste. Je ne parle pas de ce compromis qui est de choisir entre la peste et le choléra. Tu sais que tu vas devoir faire face à quelque chose de désagréable, mais tu espères juste que ça ne soit pas trop douloureux. Ce genre de compromis est manifestement le pire à faire, et je ne le conseille pas du tout. Pour être plus précis, il peut arriver qu'un partenaire demande à son autre moitié, qui ne tarderait pas à avoir cette qualification de moitié compromise, un compromis du genre je suis fou amoureux de toi, mais je suis obsédé par une autre personne. Pourquoi n'allons pas vivre harmonieusement tous les trois ensemble, pour le bien de notre relation? À moins que la notion de couple ait été requalifiée en mon absence, mais pour moi au jour d'aujourd'hui, un couple c'est deux. Bon, vous avez certainement compris le message. Un compromis au sein d'un couple doit être obligatoirement supportable par les deux parties. Autrement, ça serait un fardeau et un engagement que nous n'allons jamais pouvoir supporter jusqu'au bout. Qu'il s'agisse de tensions, de désaccords ou de conflits, ces difficultés ne doivent pas nécessairement signifier la fin d'une relation. Il n'est peut-être pas aussi important de rappeler que chaque relation a ses hauts et ses bas. Ça, tout le monde le sait. Il est normal de rencontrer des défis, mais ce qui compte vraiment, c'est la façon dont le couple les affronte ensemble. Il s'agit en réalité d'un travail d'équipe, en faisant preuve de patience, de respect et de compréhension mutuelle. Les couples peuvent surmonter les problèmes et renforcer leurs liens et leurs relations. Je suis conscient que tout cela est très dur à réaliser, réellement, effectivement, dans la vraie vie.
Mais les bénéfices des efforts sont comme les récoltes du jardinier patient. Ils ne se manifestent qu'avec le temps, mais ils sont toujours plus doux et plus savoureux lorsque nous avons consacré toute notre énergie à les cultiver. Sans effort, les graines du succès ne peuvent jamais germer et les fruits de la réussite demeurent hors de portée. Notre première partie de la vidéo consacrée à la psychologie de couple est arrivée à son terme. J'espère que vous avez apprécié son contenu. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Si le sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche afin d'être notifié de la deuxième partie. Et avant de vous quitter, histoire de vous laisser un brin d'humour, pourquoi les couples mariés sont-ils comme des avocats? Eh bien parce qu'ils passent leur temps à plaider leur cause, mais au fond, ils finissent toujours par se mettre d'accord pour éviter le procès. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à très bientôt.